Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Moi aussi, je suis ravi d'être parmi vous. Je suis membre du bureau de la SMN depuis peu de temps, mais je côtoie quand même des gens qui viennent de différents horizons et on apprend justement énormément avec tous les collègues. Et je félicite à mon tour en tout cas, Silbour et toute l'équipe qui est derrière l'organisation de ce colloque pour avoir réussi à rassembler autant d'experts avec un objectif commun qui est finalement le lien nutrition agroalimentaire et santé. Alors, professeur Silbour m'a demandé de parler initialement des laits infantiles, puis il m'a collé la réglementation commerciale des laits infantiles. Et moi, en tant que praticien de terrain, je ne suis pas juriste, je ne suis pas fiscaliste. Et il fallait quand même piocher un petit peu dans les textes de loi et se référer bien sûr à ce qui existe déjà, notamment le Code international de l'OMS en matière de commercialisation. Je préfère plutôt les substituts du lait maternel. Et je reviens un petit peu à la réflexion de tout à l'heure de professeur Najib Leyachi. C'est quoi cette OMS? En tout cas, c'est une instance et quand il y a le vide au niveau national, on ne peut être qu'obligé de s'inspirer un petit peu de ce qui se fait ailleurs, voire appliquer parfois avec une certaine adaptation les textes qui nous viennent un petit peu des instances mondiales. Alors, parler de la réglementation en matière des laits infantiles mérite d'abord de rappeler certaines notions sur le lait et sa place dans l'alimentation du nourrisson. Vous le savez, le lait est le premier aliment à la naissance, et d'ailleurs c'est le seul qui doit rester jusqu'à l'âge de 4-6 mois avant donc d'entamer la diversification alimentaire. Vous le savez aussi, chaque mammifère produit un lait de composition adaptée, mais adapté à sa progéniture. Donc, le professeur Khalbach l'a rappelé tout à l'heure, le lait de vache, il est très bien, mais il est bien pour le veau, et non pas pour le bébé humain. Le meilleur lait, finalement, pour le nourrisson humain est celui de sa mère. Et nul ne peut contester la supériorité, bien sûr, du lait maternel, avec tous les progrès qu'a connus l'industrie en matière de production de lait, soi-disant adapté à l'alimentation de l'enfant. Mais bien sûr, pour des raisons que l'on connaît un peu tous, les mamans qui ne peuvent pas allaiter ou qui ne veulent pas allaiter, il faut trouver bien sûr l'alternative. Et bien sûr, l'alternative, c'est les laits artificiels. Donc, juste pour le préciser encore, le mieux pour le bébé, c'est bien sûr le lait maternel qui reste la référence. Et c'est aussi la référence pour les industriels qui nous sortent à chaque fois une propriété du lait maternel qu'ils essaient un petit peu de mimer. C'est un aliment complet, adapté au nouveau-né, de composition idéale, variable aussi dans le temps, chose que les industriels ne peuvent pas justement mimer. L'allaitement maternel est bon pour la santé, pour tout ce qui est transmission d'anticorps, prévention des allergies, prévention de l'obésité, ça a été aussi rappelé ce matin. Ça impacte aussi la qualité du microbiote intestinal. Il y en aura une conférence cet après-midi sur le microbiote intestinal et son implication aussi dans les 1000 premiers jours. Et puis ça renforce certes le lien mère-enfant. L'allaitement artificiel vient, comme je l'ai dit, comme une alternative en cas de difficulté d'allaiter et essaie un petit peu de répondre en quelque sorte aux besoins, ou les industriels essaient de répondre aux besoins nutritionnels qui varient pour les différentes tranches d'âge. Nous avons à notre disposition les préparations pour nourrissants qu'on qualifie les premiers âges, les préparations de suite ou les deuxièmes âges, et puis les aliments destinés à l'enfant en bas âge ou les laits troisième âge. Donc vous avez des périodes de vie avec des besoins un peu spécifiques et particuliers. Et avec ces laits artificiels, on essaie un petit peu de répondre à ces besoins, sachant que le lait maternel, il est adapté à toutes ces périodes de la vie. Les industriels aussi proposent des laits pour des situations particulières. Nous avons les laits
fermentés ou les laits avec des probiotiques, les préparations épaissies destinées aux enfants qui ont des reflux, les préparations hypoallergéniques pour soi-disant, en tout cas c'est discutable, prévenir l'apparition d'une allergie notamment au lait. Et nous avons aussi des préparations à base de protéines de certains végétaux, le soja en particulier. Il ne faut pas confondre ces laits artificiels ou ces préparations qui sont destinées à l'enfant avec des aliments qu'on trouve dans le commerce et qui portent peut-être l'appellation de lait, mais à la base, ce ne sont pas des laits, ce sont des jus, comme les laits de soja, les de châtaigne, etc., qui sont bien sûr des jus qui ne sont pas du tout adaptés à l'alimentation infantile. Alors, il fallait que la commercialisation quand même de ces laits artificiels, pour ne pas tomber un petit peu dans l'abus, pour ne pas induire en erreur les mamans, et pour préserver en quelque sorte la santé finalement de ce bébé qui a besoin de cette alternative, donc le lait artificiel, et ceci devrait passer par bien sûr une réglementation qui a, disons, traversé, je dirais, le désert pendant un certain temps avant l'avènement justement des codes qui réglementent cette commercialisation des substituts de lait maternel. Je ne vais pas parler des exigences en matière de composition de ces laits, ça devrait faire l'objet d'une autre intervention, mais je me suis efforcé en quelque sorte pour rappeler un petit peu l'essentiel des règles de commercialisation des produits destinés à l'alimentation infantile, les produits laitiers. Alors, aux origines de ce code, en quelque sorte international de commercialisation des substituts de lait maternel, il y avait ces activités publicitaires de masse qui harcelaient en quelque sorte les ménages, enfin les mamans en particulier, avec des affichages, des échantillonnages, des démonstrations en public qui prônaient plus ou moins indirectement une certaine supériorité, je dirais, qui n'est pas bien sûr réelle sur le lait maternel. Il y avait une communication sur les avantages de ces produits en matière de santé et de disponibilité, mais il y avait très peu de communication sur l'utilisation de ces produits, leurs vraies indications, comment stériliser aussi, comment diluer, etc. Et ceci a eu des conséquences désastreuses, d'une part sur l'allaitement maternel, qui a connu un déclin assez important, que l'on connaît bien sûr tous, et des conséquences bien sûr sur la santé infantile, avec des complications type de diarrhée et malnutrition. Alors, suite à tous ces problèmes, il y a eu même des campagnes anti-boîtes d'industrie, anti-lait artificiel, qui étaient finalement à l'origine de cette élaboration finalement de ce code international de commercialisation des produits laitiers. Et justement, là, je vous ai mis, j'ai des plaques un petit peu encombrées parce qu'il fallait rapporter des textes de ce code de l'OMS en matière de commercialisation. Il y a eu donc en janvier 1981, le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé qui a examiné le projet de code, qu'il a approuvé à l'unanimité à la 34e Assemblée mondiale. Et puis en mai 1981, l'Assemblée de la santé a débattu de la question après qu'elle ait été présentée par le représentant du Conseil exécutif. Et le 21 mai, le code a été adopté et avec bien sûr un pour qui était beaucoup plus important. Juste rappeler cette notion de recommandation et non un règlement qui reste quand même un détail important, c'est-à-dire qu'on ne veut pas imposer à tout le monde ce code, mais il reste quand même très recommandé dans un but qui est bien précis. Alors, puis les États membres de l'OMS qui ont considéré qui considèrent que lorsque les mamans ne peuvent pas allaiter, il y a certes ce marché légitime des préparations pour nourrissants qui est à leur disposition et qui met à leur disposition des produits qui sont relativement adaptés à la nutrition de leurs enfants. Mais il fallait que ces produits ne soient pas commercialisés ou distribués, bien sûr, par des méthodes qui vont nuire à la protection et à la promotion de l'allaitement au sein. Et là, justement, tombons un petit peu dans le dilemme de promotion de l'allaitement maternel d'une part
et peut-être donner des informations sur les préparations pour nourrissants aux parents. Est-ce qu'on n'est pas dans des politiques, je dirais, de communication relativement opposées, parce qu'on va essayer un petit peu d'approcher des parents, leur expliquer ce que c'est lait artificiel, leur place dans l'alimentation infantile, et alors qu'il fallait en parallèle préserver au maximum l'allaitement maternel. Il faut dire que ces deux politiques, quand même, peuvent se rejoindre pour que finalement l'allaitement maternel garde sa place de supériorité dans l'alimentation infantile, et puis l'allaitement artificiel n'est qu'une alternative, en fin de compte, en cas de difficulté ou d'impossibilité d'allaiter. Toujours dans ces textes du Code de l'OMS, les États membres reconnaissent que les pratiques d'alimentation inadéquate sont cause de malnutrition. C'est important quand même de le rappeler, de morbidité, de mortalité, et que des pratiques malheureusement incorrectes dans la commercialisation des substituts de lait maternel et de produits apparentés peuvent aggraver cette situation. Ils se sont rendus compte aussi qu'il existe divers facteurs socio-économiques qui affectent l'allaitement au sein, et que par conséquent, les gouvernements des différents pays devraient élaborer des systèmes de soutien social pour protéger au maximum l'allaitement au sein et fournir bien sûr un appui familial et communautaire approprié qui va protéger les mamans contre tout facteur entravant l'allaitement au sein. Les États affirmant aussi que les systèmes de soins de santé et les professionnels de la santé sont des acteurs quand même assez importants dans la promotion de l'allaitement maternel et l'information qu'il faut donner aux mamans en matière d'allaitement artificiel. Il fournit aux mères et familles des avis objectifs et cohérents, bien sûr, au sujet de la valeur supérieure de l'allaitement au sein et sur l'utilisation correcte des préparations pour nourrir. Donc, finalement, les deux volets devraient aller quand même dans le sens d'une promotion de la santé de l'enfant. Toujours dans ce code de l'OMS, les États membres affirmant que les gouvernements, les organisations du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales aussi et les experts de diverses disciplines et les associations de consommateurs et l'industrie, ça c'est important quand même à le signaler, doivent collaborer à des activités visant à améliorer la santé et la nutrition des mères, des nourrissants et des jeunes enfants. Ils considèrent que les fabricants et les distributeurs de substituts de lait maternel ont un rôle important et constructif à jouer en ce qui concerne l'alimentation du nourrisson et la promotion du but de ce présent code de commercialisation. Alors finalement, c'est quoi ce code sur lequel les États membres se sont mis d'accord? C'est un ensemble de recommandations émises donc en 1981 en réponse, comme je viens de le dire, à des pratiques alimentaires qui affectent et qui nuisent à la croissance, la santé et le développement des nourrissons. Ce code avait pour objectif d'assurer, et ça c'est important, une nutrition saine, sûre et adéquate aux nourrissons, tout en encourageant et en protégeant l'allaitement maternel, et tout en assurant une utilisation correcte des substituts de lait maternel, quand ceux-ci, bien sûr, sont indiqués. Alors, les cibles, c'était bien sûr les gouvernements, les fabricants et les distributeurs. Alors, ce code comportait 11 articles. Chaque article s'attaquait à une partie, justement, de ce code pour, justement, préciser un certain nombre de détails. Je partage avec vous l'essentiel, je dirais, de ce code qui est en fait destiné à tout professionnel de santé, qui est destiné aussi aux industriels et aux distributeurs de ces produits laitiers. Alors en matière de communication, le délégué médical qui représente l'industrie peut bien sûr présenter et remettre du matériel de communication scientifique ou informatif sur les produits aux professionnels de santé, mais en aucun cas ne doit fournir d'échantillons de préparation ou des cadeaux pour les mères, ni les exposer bien sûr les produits ou les préparations pour nourrissons en public ou dans les institutions de santé. Ça c'est quand même assez important. Toujours en matière de communication, le code stipule qu'un matériel éducationnel avec le nom ou le logo de l'entreprise sans mention de la marque du produit peut être remis aux mères à travers les professionnels de santé et sur leur demande.
et en aucun cas le délégué médical ne peut distribuer du matériel éducationnel directement aux parents. C'est-à-dire le contact avec les parents est en quelque sorte interdit. Le matériel de communication du produit peut illustrer des photos du produit pour faciliter son identification, mais le mode de préparation illustré peut être remis aux professionnels de santé pour les aider à expliquer aux mères les étapes de préparation. Là, c'est quand même interdit. Alors, pour des raisons aussi de traçabilité, le matériel de communication des produits doit comporter le code produit, la date bien sûr et le code d'impression. La mention destinée uniquement aux professionnels de santé est obligatoire sur le matériel communication produit. Toujours pour la communication, le matériel communication produit ne doit pas contenir un langage promotionnel ou instituer que les formules infantiles sont équivalentes ou supérieures à l'allaitement maternel et ne doit pas contenir des photos de bébés ou des photos idéalisant le produit. Alors pour l'échantillonnage, seules une ou deux boîtes peuvent être remises aux agents de santé pour évaluation professionnelle, et ce en cas de nouvelles formules ou quand il y a une reformulation d'une ancienne formule ou quand il y a un nouveau contact. On peut aussi fournir des formules infantiles en quantité adéquate pour valider une étude, un travail de recherche au niveau institutionnel, à condition bien sûr d'avoir un rapport de fin d'étude. Pour la vente et la donation, des préparations pour nourrissons peuvent être vendues aux institutions de santé à des prix compétitifs, mais toujours supérieurs au coût de revient, et pas de donation ou de vente à prix symbolique aux institutions de santé. Alors, quand la réglementation locale le permet, les formules infantiles peuvent être fournies aux orphelinats ou associations à vocation sociale à leur demande. La vente, par contre, aux professionnels de santé n'est pas permise. Pour le soutien professionnel ou institutions de santé, alors des petits objets d'utilité professionnelle peuvent être remis aux professionnels de santé en des quantités limitées et contrôlées. Et la donation de matériel ou d'équipement pour améliorer soi-disant l'activité d'un service dans une institution est permise aussi quand le processus est transparent, et ça c'est important, et qui ne mentionne pas le nom du produit. Pas d'avantage financier aux professionnels de santé pour les inciter à prescrire les produits, c'est quand même capital. Et pas de matériel là aussi ou d'avantage financier pour les institutions pour utiliser des préparations pour nourrissons. Des visites organisées aux usines relevant d'une boîte industrielle pour les professionnels de santé sont par contre encouragées, ainsi que les visites à des centres de recherche. Pour la relation avec les distributeurs, la réduction ou le rabais sur la vente des formules infantiles venant récompenser en quelque sorte une augmentation du chiffre d'affaires des ventes peuvent être accordées à long terme, mais sur une base plutôt annuelle ou selon des cycles standardisés mais négociés. La fourniture de matériel de formation respectant le code de l'OMS est aussi bien sûr autorisée, mais attention, les promotions en matériel de visibilité sur le lieu de vente, la réduction et la remise à suggérer aux détaillants pour promotion sur le lieu de vente aux visibilités sont par contre interdites. De même que la fourniture de matériel servant de promotion sur le lieu de vente ou pour la visibilité. Il y a aussi des recommandations pour la motivation des employés et des distributeurs, sur lesquels je ne vais pas peut-être m'étaler, mais en tout cas, il y a toujours un bon sens, en tout cas derrière ces recommandations, et qu'il faut absolument respecter, que nous devons en tant que professionnels connaître, mais que les industriels aussi devraient bien sûr assimiler. La même chose pour les primes sur les objectifs de vente, les primes sur les ventes elles-mêmes. Et il y a quand même des recommandations pour justement éviter toute dérive, en quelque sorte, pour la commercialisation de ces produits. Pour les pharmaciens, la visite médicale en pharmacie est encouragée, l'échange aussi avec les pharmaciens qui restent quand même des conseillers en matière de santé est intéressant. Et l'arbre de décision pour un petit peu faire la part entre les différents laits qui concernent
les mamans ne doivent pas être remises directement aux mamans, ne doivent pas être affichées, mais elles peuvent être utilisées par le professionnel de santé ou par le pharmacien. Il est aussi important que la gamme des produits laitiers soit présentée sur des linéaires de manière visible et cohérente. Les supports, par contre, d'aide détaillée, les affiches, les fiches techniques qui concernent les formules infantiles ne doivent pas être mises à la disposition des clients de la pharmacie. Les animatrices vendeuses ne sont pas autorisées à parler aux consommateurs directement au sujet des formules infantiles ni de la nutrition infantile, qui relève en tout cas de la compétence plutôt des experts. L'échantillonnage des formules infantiles n'est pas du tout autorisé, de même que les cadeaux aux femmes enceintes ou aux futures mamans en relation avec les formules infantiles ne sont pas aussi autorisés. Les articles vendus à bas prix ou avec des lots promotionnels, c'est aussi interdit en matière de produits laitiers, de même que la distribution de coupons de réduction. Alors, une dernière peut-être des recommandations. Si un produit contrefait est présent dans les linéaires, il faut bien sûr le signaler aux autorités compétentes. Il faut aussi enlever en tout cas des rayons toutes les boîtes abîmées ou les boîtes qui ont des étiquettes partiellement effacées ou illisibles. Vous avez ici un petit peu le résumé ou l'essentiel de ce code international de commercialisation de substituts du lait maternel qu'on a essayé un petit peu d'étaler avec la partie en fait qui revient aux professionnels, la partie qui revient aux industriels et aux distributeurs. Alors qu'en est-il au Maroc? Il y a eu l'année dernière un appel, je dirais, à candidature pour finaliser et valider un texte législatif relatif à ce code de commercialisation des préparations infantiles qui a exigé un certain nombre de critères pour les gens qui veulent se présenter, qui veulent élaborer ce texte législatif, sachant que le ministère de la Santé quand même a fait beaucoup d'efforts pour la promotion de l'allaitement maternel et la promotion de la santé infantile en particulier, ne serait-ce que l'initiative Hôpitaux Amis des bébés que vous connaissez certainement, l'institutionnalisation de la Semaine nationale de la promotion de l'allaitement maternel, et en tant que responsable de l'hôpital d'enfants, on essaie un petit peu chaque année de consacrer toute une semaine à cette promotion auprès des professionnels, mais aussi auprès des clients, en tout cas les mamans qui accompagnent les enfants au niveau de l'hôpital. L'amélioration aussi des compétences des professionnels de santé sur le counseling en matière d'alimentation, le prolongement de la durée de congé de maternité, l'implication des partenaires du ministère de la Santé dans les actions de proximité, la vulgarisation de ce code de commercialisation à travers des circulaires ministérielles, et puis l'élaboration des éléments techniques d'un texte législatif portant sur la commercialisation des préparations depuis 2015 avec l'appui de l'OMS. Alors pour ce concours, l'objectif donc principal, c'était le développement et la validation de ce texte législatif qu'il fallait remettre, en tout cas pour ce qui est de la candidature, il fallait la déposer le mois de février 2018. Mais par la suite, je n'ai pas trouvé de suite à ce concours, je dirais, pour le texte législatif. Et on est toujours justement en attente de ce texte qui serait en quelque sorte une déclinaison de ce code de commercialisation au niveau national. Alors je terminerai par dire quand même que le code international de commercialisation des substituts de lait reste une base juridique incontestable, que tous les acteurs en principe devraient y adhérer pour qu'on puisse éviter les dérives, comme je l'ai dit, et qu'on va un petit peu dans le sens de préserver au maximum la santé des bébés, et que certainement le texte législatif à venir permettra de fixer en fin de compte et la nature, et la composition, et l'étiquetage, et la présentation, en plus de la publicité applicable aux différentes préparations pour nourrissons et aux préparations bien sûr de suite et aux jeunes enfants. Je vous remercie pour votre attention.